La Méditerranée, comme son nom l'indique, se situe en effet de nos jours au milieu des terres, au carrefour de 3 continents, Afrique, Europe et Asie. Mer subtropicale et isolée, sa faune se révèle particulière avec de nombreuses espèces endémiques. Pauvre en éléments nutritifs, elle bénéficie d'eau plutôt claire. Sa surface équivaut à 5 fois celle de la France et sa profondeur moyenne est de 1500 mètres. Le zooplancton, ou plancton animal, incapable de synthétiser lui-même de la matière organique, est évidemment dépendant du plancton végétal, sa seule source de nourriture. 2 groupes essentiels le composent. Le premier, comme les méduses, qualifié de permanent, regroupe des organismes unicellulaires ou pluricellulaires qui naissent, se reproduisent et meurent à l'état de zooplancton. Les villes côtières du sud de la France se sont donc équipées de stations d'épuration de plus en plus performantes. Parfaitement épurée, débarrassée de tout virus et de toute bactérie, cette eau peut être alors rejetée en mer. Qualité des eaux et propreté des rivages dépendent certes des élus et gestionnaires de stations, mais aussi et surtout de tous les usagers de l'espace littoral. Il en est de même pour les déchets lamentablement abandonnés près du rivage et qui se retrouvent sur les plages avant d'envahir les fonds marins pour une durée que l'on estime à plusieurs centaines d'années. Bras droit du commandant Cousteau, Albert Falco, pionnier de la plongée sous-marine, a connu l'époque où l'on pensait que les ressources de la mer étaient inépuisables. Ensuite est arrivé les concours de pêche sous-marine. Je me suis rendu compte que j'avais vidé totalement une dalle parce qu'à cette époque-là, les poissons ne connaissaient pas les pêcheurs sous-marins et dès qu'ils voyaient un pêcheur, ils passaient sous une roche. On était une vingtaine, une trentaine de bons pêcheurs sous-marins. On avait vidé totalement le coin. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu changé le fusil d'épaule. J'ai dit, moi, ça me plaît pas de prendre tous ces poissons. Malheureusement, au fil des années, cette résolution n'est pas partagée et la création de zones marines protégées s'est imposée comme une évidence. Une prise de conscience écologique voit le jour sur les côtes françaises, italienne et espagnole. En 1963, au cœur des îles d'Hyères, naissance du parc national de Port-Cros. Suivi en 1975 par la réserve naturelle de Scandola, en Corse, avec 800 hectares de zones marines protégées et 80 hectares de réserve intégrale où la pêche et la plongée sont interdites. En 1976, à la demande du prince Régnier III de Monaco, création de la réserve naturelle du Larvoto sur une superficie de 33 hectares. En 2003, dans le massif de l'Esterel, la zone de cantonnement du Cap-Roux est créée sous l'impulsion de la prud'homie des pêcheurs de Saint-Raphaël et sous la surveillance scientifique du laboratoire Ecomer de Sophie Antipolis. Avec des mots simples, Albert nous donne le regard qu'il porte sur le phénomène que l'on peut qualifier d'effet réserve. En 5 ans, toutes les espèces reviennent et surtout les poissons grossissent. Et plus ils sont gros, plus il y a des œufs dans la mer, donc plus de poissons. C'est comme un capital, comme notre caisse d'épargne ou la banque, nous mettons notre argent, mais on ne vide pas la banque, sinon il n'y aura plus rien. Alors, on pêche les intérêts, mais on ne pêche pas le capital. Nous plongeons régulièrement dans la zone de cantonnement du Cap-Roux, où toutes sortes de pêche et de chasse est strictement interdite depuis 2003. Quel que soit le site où j'emmène mes plongeurs, je leur demande de respecter la charte du plongeur responsable. Bien lestés,
tu ne racles pas le fond. Tu regardes, tu ne touches rien et tu ne remontes rien à la surface. Il y avait des vagues. Personnellement, j'aimerais bien que cette zone soit transformée en réserve marine, comme Porquerolles ou Scandola en Corse. Nos plongeurs sont conscients de la fragilité des lieux qu'ils fréquentent. Et nos moniteurs veillent au respect de la charte. Avec sa tête énorme, qui constitue 60% de son poids, sa bouche largement fendue et ses nageoires pectorales très développées, la baudroie ne peut être confondue avec aucun autre poisson. Sa peau, totalement lisse, sans écailles, est recouverte de nombreux lambeaux cutanés. Dans sa robe de bronze, le corbe évolue avec grâce, le plus souvent en petits bancs de quelques individus qui ne fuient pas devant le plongeur. On le rencontrera sur des fonds rocheux, sableux, dans les herbiers de Posidonie et parfois dans les estuaires. Le mérou brun se nourrit principalement de céphalopodes, sèches, poulpes, calmars, de crustacés et de poissons. Prédateur en fin de chaîne alimentaire, il joue le rôle de régulateur de l'état sanitaire des populations. Au cours de sa vie, le mérou change de sexe. D'abord femelle, capable de se reproduire vers l'âge de 4 ou 5 ans. Entre 10 et 14 ans, il se produit un changement de sexe. Le mérou finit ainsi sa vie sous forme d'un mâle, capable de se reproduire encore longtemps. Les plus grands individus sont tous des mâles, pouvant atteindre les 50 ans. Nous savons que le carbonate et le sulfate de calcium qui le composent sont simplement teintés de rouge par l'oxyde de fer. Mais rien ne réussit à nous éloigner de l'idée que le corail rouge est un perpétuel miracle. La légende grecque raconte qu'il est né du sang tombé du cou de la Méduse, dont le héros Persée brandissait la tête. Et pourquoi pas, après tout ?